Voilà. Donc, moi, je suis directeur d'une association qui s'appelle Optimisme à Lorient, qui effectivement fait partie du réseau Cocagne. Et du coup, ça c'est un peu la carte de nos activités agricoles. Donc, on est engagé dans les transitions, on est engagé dans la lutte contre l'exclusion. C'est une association qui a plus de 20 ans et qui a développé différentes actions, mais qui s'est un peu spécialisée dans la question agricole et alimentaire. Et du coup, on a des activités hautes qui sont la livraison à vélo, l'entretien d'espaces naturels et puis le tri d'emballage ménager. Et du coup, là, c'est un focus vraiment sur la partie agricole et alimentaire, essentiellement même agricole. Donc, on a presque une dizaine de fermes en fait, sur un territoire qui est assez réduit, hein, parce qu'on est vraiment sur 3 EPCI. Donc, nous, c'est réuni à l'échelle des pays de l'Orient. C'est environ 250 000 habitants. Et on a un peu multiplié les activités agricoles avec un objectif de connecter en fait, des personnes qui se sentaient bien dans l'activité agricole. Et puis, de l'autre côté, un secteur agricole qui est du coup avec une perte de professionnels assez vertigineuse. Et donc, essayer un peu de réunir ces deux phénomènes, enfin en tout cas d'essayer de trouver une réponse un peu qui satisfait à la fois l'émancipation des personnes et à la fois du coup l'enjeu de relocaliser une alimentation et puis d'avoir des agriculteurs paysans qui puissent produire. On a des fermes historiques, donc c'est la ferme qui est tout en bas, la ferme de la Croisetière à Riantec, et puis la ferme tout en haut au nord à Pont-Scorff. Donc c'est des fermes qui étaient en périphérie. En fait, ça c'est vraiment des fermes, des jardins de cocaïne, donc une vingtaine de salariés avec une production de maraîchage sur 3, 4, 5 hectares, distribuée principalement sous forme de panier. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on fait depuis 15-20 ans. Et en fait, depuis, et après je reviendrai sur précisément le développement de Fais pousser ton emploi, mais depuis, du coup, on a créé une ferme qui est tout en haut à droite, la ferme de Trévidel. C'est une ferme à but d'emploi, c'est une ferme où on a salarié des personnes en CDI, des anciens salariés, donc un peu dans l'idée de territoire zéro chômeur, mais sur ce dispositif, on n'a pas de subvention. C'était vraiment l'idée de dire, est-ce que nous aussi, on est capable de créer des emplois pérennes en agriculture? On a une ferme tout à l'ouest, à gauche, la Lande Fertile, où là, on est sur un modèle qui a vocation à basculer en entreprise d'insertion en production de légumes pour la restauration collective. Et puis, en orange, enfin, le dispositif Fais pousser ton emploi, sur lequel je vais un peu plus insister. Donc, la genèse, en fait, c'est la volonté qu'on a, c'est du coup, c'était par rapport aux salariés, environ 30% en fait, des salariés qu'on accueillait sur les fermes qui étaient intéressés par rester en fait, dans le secteur professionnel agricole. Et nous, des grosses difficultés en fait, pour faire cette jonction. Sur l'emploi, parce que les emplois proposés, ce n'étaient pas des emplois pérennes ou ce n'étaient pas des emplois qui permettaient à des personnes de sortir de la précarité. Et puis sur l'installation, il y avait 3 freins principaux qu'on avait identifiés, qui étaient l'accès au foncier pour des personnes qui sont non issues du milieu agricole ou hors cadre familial. Le frein financier, on a des personnes qui sont en situation d'exclusion, qui vont avoir du mal à avoir un prêt bancaire notamment. Et puis la confiance en soi, parce que du coup, on a des personnes qui n'ont pas travaillé depuis quelques temps, qui arrivent. Potentiellement, elle pourrait se projeter en tant que porteur de projet et en tant que futur chef d'entreprise, mais on sait que le parcours d'installation va être très dur et on a beaucoup d'exemples de fermes qui se sont lancées et puis qui ont arrêté au bout de 2, 3, 4 ans d'exploitation. Donc ça, c'était la volonté en fait de répondre et du coup de créer une réponse qui puisse soulager en fait et gommer un peu ces 3 obstacles pour que les personnes du coup aient accès à l'installation agricole.
Et puis, bien sûr, ce dispositif-là, il remplit un rôle du coup de développement agricole sur le territoire, parce que si on accompagne des personnes à l'installation, notamment des personnes du coup qui sont en situation d'exclusion, qui sont en recherche d'emploi, on participe au renouvellement des générations, et puis on fait aussi évoluer le profil des porteurs de projets. On échangeait du coup, il y a d'autres structures qui accompagnent du coup à l'installation à l'école, mais en échangeant avec eux, ils avaient du mal aujourd'hui à capter des publics. Finalement, il y avait beaucoup de profils qui étaient des personnes en reconversion professionnelle, qui avaient déjà eu une entreprise, un emploi salarié. Enfin, voilà, c'est des personnes qui avaient justement confiance en elles, plutôt du réseau et plutôt des capacités à emprunter ou même de l'argent personnel. Donc, c'était un peu rejoindre ces deux. Et donc, notre démarche qu'on a fait, c'est de construire en fait sur la base d'un chantier d'insertion un dispositif d'accompagnement. Alors là, à l'installation agricole, mais on pourrait aussi l'imaginer sur d'autres thématiques. Donc, disons un dispositif d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Et avec une forme, la forme originale, c'est que c'est pas forcément aujourd'hui ce que les directions du travail mettent en avant en fait comme outil de l'IAE. On nous encourage à accompagner les personnes vers l'emploi, vers la formation, mais finalement assez peu, même si ça peut arriver, mais assez peu vers la création d'entreprises. Et surtout, en fait, là, l'entreprise qu'on crée, on l'a créée avec les personnes. Ça veut dire que pendant 2 ans, en fait, les personnes qui sont porteurs de projets, elles vont être accompagnées dans la création de leur propre ferme, mais ils vont être salariés de la structure et nous aussi, on va être dans la co-construction de cette ferme. Donc ça en fait un parcours très original où souvent, dans les accompagnements à la création d'entreprise, on a des conseillers qui sont extérieurs en fait à la création de l'entreprise. Et là, en fait, nous, on est immergés avec eux, parce que du coup, c'est nos salariés. Et donc, on a une co-responsabilité de cette création d'entreprise. Donc, on a eu, en présentant en fait ce projet, donc, si je n'ai pas été clair, je vais juste préciser que du coup, pendant 2 ans, on va recruter des personnes, elles vont être salariées, on va monter une ferme avec elles, et à l'issue des 2 ans, en fait, la ferme sur laquelle les personnes auront été formées, on va leur transmettre, c'est-à-dire on va leur revendre en fait les outils agricoles. C'est nous qui allons partir et elles vont rester en fait sur la ferme sur laquelle elles ont appris. Donc c'est un dispositif qui est pour nous qui était assez nouveau et pour la direction du travail aussi. Donc on a eu un conventionnement à titre expérimental avec des règles particulières qui sont du coup qu'on s'est engagé d'abord sur un parcours de 24 mois d'emblée, qu'on demandait à démarrer à 28 heures avec une évolution à 35 heures pour que les personnes soient dans une réalité, du coup, enfin en tout cas dans une quantité de travail plus significative que du coup les contrats à 26 heures. Et puis qu'on allait quand même faire un minimum de recrutement, où là, on ne pouvait pas se dire qu'on avait un accueil inconditionnel, parce que l'objectif, c'était d'accompagner vraiment des personnes qui se projetaient en fait dans la création d'une entreprise. Donc, à part ça, il n'y avait pas énormément de conditions. Mais la condition, c'était vraiment que la personne, elle ait compris en fait au moment où elle postule dans l'envie de devenir chef d'exploitation. La première ferme qu'on a réalisée, c'est entre 2019 et 2021. Ça s'est passé dans un cadre de la rénovation urbaine d'un quartier de Lorient. Donc, on a eu des financements qui nous ont permis en fait de faire maturer un peu ce projet et d'approfondir un peu toutes les dimensions. Et ça a été plutôt intéressant finalement, même si on mordait un peu nos doigts, parce que on a eu peut-être 2 ans de retard. On aurait pu démarrer, nous, dès 2017-2018. Et bon, finalement, c'était du coup, il fallait attendre que la rénovation urbaine s'enclenche aussi sur le quartier, etc. Ça, c'était des inconvénients. L'avantage, c'est que démarrer dans un quartier de renouvellement urbain, ça aussi, c'était assez exceptionnel. On a réussi à trouver 1 hectare dans un parc urbain collé autour en fait, du quartier. Donc, ça a donné en fait une dimension avec un ancrage territorial très fort en fait, à ce projet.
Et donc, notre hypothèse, c'était de créer une ferme viable sur 1 hectare avec, pour créer à l'issue au moins 2 postes, enfin 2 personnes qui pouvaient vivre en fait du SMIC en remboursant un emprunt qu'ils auraient contracté pour acheter, pour démarrer leur activité. Et donc, cette ferme s'est déroulée entre 2019 et 2021 et on a démarré avec 5 porteurs de projets à la base. Et à l'issue du coup des 2 ans, il y a bien 2 personnes en fait qui ont repris cette ferme, donc qui se sont installées, qui ont créé un GAEC et qui nous ont racheté du coup les tunnels que vous voyez sur l'écran, voilà, le petit matériel, etc. Environ 70 000 euros, enfin l'irrigation, tout ça, donc environ 70 000 euros d'investissement. 70 000 euros d'investissement? Ouais. Ok, avec une part de combien pour l'aide? La dette, par exemple? Alors, pour nous, en fait, du coup, il y a 2 temps. Hein. Il y a vraiment le temps où nous, on démarre en fait le projet. Donc, c'est nos salariés. Donc, c'est nous qui sommes porteurs en fait, du projet à la base. On crée cette ferme, donc on investit nous-mêmes dans ces équipements-là. Nous, là-dessus, on a fait appel pour ce projet que à des fonds privés, donc que à des fondations. On a obtenu, je crois, 100% quasi 100% de financement. On a dû avoir 86 000 euros. Et puis, on a du coup revendu 70 000 euros, parce qu'il y a des équipements qui ne sont pas forcément récupérés, il y avait un peu de décote de la valeur de certains matériels au bout de 2 ans, etc. On a vendu 70 000 euros, prix expertisé par un expert agricole pour être sûr qu'il n'y avait pas justement d'avantage en fait, que les personnes ne bénéficiaient pas de fonds exceptionnels pour une entreprise privée, parce qu'après ça devenait une entreprise privée. Pendant du coup, ça c'est un peu le processus un peu du dispositif où du coup il y a un travail à faire parce que une fois qu'on a fait ça, qu'on a revendu la ferme, nous on est reparti du coup sur d'autres accompagnements, donc sur d'autres terres qu'on a réussi à trouver par notre réseau. Mais du coup, il y a tout ce travail à faire en amont, de recherche de terrain, d'identifier, enfin, comme le ferait n'importe quel porteur de projet. Mais du coup, il y a une partie des démarches qu'on réalise pour eux en amont, c'est-à-dire vérifier qu'au niveau urbanisme, au niveau raccordement, etc., au niveau autorisation d'exploiter, passage en bio, etc., tout ça, c'est possible pour que les personnes elles soient quand même dans la réalisation, la construction de leur ferme, mais qu'il y ait une partie des démarches qui soient réalisées pour qu'on puisse tenir en fait ce délai de 2 ans. Après, il y a une phase de recrutement qui est une phase assez intéressante parce que du coup, il y avait un vrai challenge sur notre territoire à montrer qu'il y avait des personnes qui étaient en recherche d'emploi, éligibles à l'IAE et qui étaient quand même dans une dynamique de création d'entreprises agricoles. Pôle emploi trouvait le projet très intéressant, mais nous avait dit que sur notre territoire, ils identifiaient 4 ou 5 personnes qui rentraient dans ce état-là. Et on a eu en un mois seulement de mobilisation, on a eu 25 candidatures, et dont 21 qui étaient éligibles à l'IAE pour 5 postes, donc c'était tout à fait intéressant. Pardon. Ensuite, on a eu donc il y a bien sûr la demande de conventionnement qui était un caractère, je disais, quand même dérogatoire. Nous, ça dépend énormément ça dépend de chaque territoire. Mais du coup, au niveau du CDAE, il y a eu pas mal de questions. Les questions les plus importantes, c'était sur les 2 points sur lesquels j'ai insisté. Le fait de partir d'emblée en fait sur un parcours de 2 ans, quasi automatique. Tout le monde n'a pas fait 2 ans, mais ceux qui le voulaient, on leur proposait 2 ans. Et puis d'avoir un volume horaire qui variait et qui pouvait aller jusqu'à 35 heures. Ensuite, pendant 2 ans, le parcours, c'est aussi un parcours de formation. On est en lien avec un CFPPA et du coup, les personnes peuvent aussi passer un BPROA si elles ne l'ont pas. Donc, ceux qui ont un diplôme agricole, c'est bien, mais comme ce n'était pas une condition obligatoire, on propose aux personnes, en tout cas, de passer une qualification agricole. Bien sûr, la qualification agricole, ça permet d'être du coup prioritaire après sur
sur les autorisations d'exploiter. Et ça peut permettre, si les personnes ont moins de 40 ans, d'avoir accès aux aides à l'installation, aux dotations jeunes agriculteurs. Donc nous, ça a été le cas pour les 2 personnes qui se sont installées avec des aides à l'installation importantes, parce que du coup, les personnes ont eu 24 000 euros chacune. Donc ça comblait quand même une grosse partie. Ça peut servir aussi au fonds de roulement, bien sûr, mais ça couvrait une grande partie du coût de l'investissement. Et puis, dans le dispositif, on les accompagne ensuite à la création de leur entreprise. Alors, on ne le fait pas tout seul, on le fait avec les partenaires agricoles du territoire. Donc là, c'était la Chambre d'agriculture et puis le groupement d'agriculteurs biologiques pour le parcours 3P notamment. Et nous, dans ce dispositif, on avait envie à la fin de couper les ponts, en tout cas de reconstruire une relation différente et de ne pas avoir un système encadré où les personnes, où il y avait un lien automatique en fait à la sortie. Donc nous, c'est vraiment l'idée de dire, nous, tout s'arrête en fait au moment de la transmission. Par contre, bien sûr, tout est possible de construire après sous une nouvelle forme où on n'est plus, ils sont plus nos salariés, donc il n'y a plus de subordination et donc on construit vraiment plutôt un partenariat qui peut être dans la vente de légumes, dans l'achat de semences, la production de plants, l'animation, les actions éducatives, etc. Donc tout est à imaginer, quoi. Ça, c'est un petit peu un résumé au niveau des flux, un peu, enfin des réglementations. Dans ce qui se passe pendant les 2 ans et puis ce qui se passe après, il y a une grande question autour de tout ce qui est foncier et bâti. Donc, nous, ce qu'on veut dans ce dispositif-là, c'est que les personnes, à la fin, elles soient très sécurisées. Donc, très sécurisé pour nous, c'est un bail agricole au minimum. On n'a pas vocation, enfin, sur le territoire, on a créé il n'y a pas très longtemps une SCI citoyenne avec Terre de Liens. Il y a eu 300 personnes qui ont pris des parts. Donc, on a un outil en fait d'acquisition du foncier et de préservation du foncier agricole. Et donc, on n'avait pas vocation, ni nous, à acheter du terrain, ni les porteurs de projets à ce qu'ils deviennent propriétaires. Donc, on trouve aujourd'hui des terrains auprès de particuliers, auprès de collectivités. Nous, pendant 2 ans, on n'est pas très attaché à ce que ce soit un lien très fort, parce qu'on dit qu'en 2 ans, c'est assez vite passé. Par contre, on veut absolument qu'à l'issue des 2 ans, ce soit clair que les personnes qui vont s'installer signent un bail agricole. Ensuite, pour tous les équipements, j'en ai parlé, ça a été financé d'abord par notre association pendant ces 2 ans, donc avec des fonds privés pour cette première ferme. Et donc, à l'issue des 2 ans, les personnes nous réachètent après l'évaluation d'un expert. Et puis, il y a une avance de trésorerie aussi à effectuer. C'est-à-dire qu'on démarre la ferme, les premières années, il n'y a pas de production. Ça, c'est un risque. C'est un risque qu'on prend. C'est un risque qui est partagé avec les porteurs de projets, parce qu'eux aussi, ils ont comme intérêt que la ferme génère suffisamment de recettes au moment du rachat, en fait, reprendre une exploitation qui tourne déjà. Et donc, pendant la première année, on était à 0 € parce qu'on a mis du temps avant de monter les tunnels, etc. Et puis, du coup, on s'est retrouvé sur un mauvais moment dans la saison pour lancer la production. Par contre, la deuxième année, c'était l'année du Covid. Là, ça a extrêmement bien fonctionné, à la fois la production et à la fois la commercialisation. Et donc, on a atteint 60 000 € de chiffre d'affaires directement, finalement, quasiment dès notre première année d'exploitation sur 1 hectare. Donc, c'est des résultats très, très bons. Nous, c'est à peu près ce qu'il nous fallait pour retomber sur nos pattes, pour ne pas perdre de l'argent sur le fonctionnement en fait, de ce chantier. Et donc, les personnes nous rachètent aussi des stocks, donc, tout ce qui est en place, tout ce qui est soit en plan ou ce qui est planté. Au niveau des impacts, bon, il y a bien sûr le fait d'avoir créé
que ça crée du coup de nouvelles fermes sur le territoire qui sont viables dès la transmission. Donc, en fait, au bout de 2 ans, on a déjà un outil qui est viable. Les personnes, du coup, derrière, elles ont à reprendre, en fait, à continuer, en fait, cette activité-là. Mais aujourd'hui, là, du coup, c'est cette année. Donc, elles ont repris en 2021, 2022. Donc là, c'est leur deuxième année seule. Donc, ça fonctionne toujours sur la première ferme. Et donc, pour l'instant, en tout cas, c'est assez encourageant de dire que ça a peut-être solidifié quand même ces démarrages. Qu'on avait 2 personnes qui étaient en recherche d'emploi, qui sont devenues chefs d'exploitation en 2 ans seulement. Donc, c'est aussi pour nous une réussite. Et puis, plus largement, du coup, on a eu 5 personnes qui ont été formées au maraîchage bio. Il y en a eu 2 qui ont obtenu le BPREA. Et donc, après, il y a eu 3 autres personnes qui ont fait le parcours. Il y en a une qu'on a recrutée en encadrant technique sur une de nos fermes. Un qui s'est installé mais au sud de la France, et un qui est sur un parcours qui a quitté assez vite au bout d'un an, et qui est sur un parcours plutôt, un projet autour de l'alimentation dans une installation avec aussi sa compagne sur un projet alimentaire. Et du coup, plus d'une centaine de foyers qui s'approvisionnent à la ferme. Donc, bien sûr, il y a cet objectif de relocalisation de l'alimentation. Et on a mis également, comme on était sur ce projet dans un quartier prioritaire, un dispositif d'accessibilité alimentaire qu'on leur a transmis, qu'ils ont pu poursuivre. Donc aujourd'hui, ils sont sur un quartier politique de la ville, ils produisent et ils vendent des légumes aussi aux habitants du quartier. Et donc on a tout un volet alimentaire. On a énormément agi, notamment quand même là avec des financements de l'ANRU, ça s'est inscrit dans l'ANRU. Et on a du coup créé un collectif sur le quartier dans lequel on a intégré après la nouvelle ferme, donc le GAEC, qui est une entité à part, et qui du coup maintenant on travaille avec eux sur ce travail d'animation en fait du quartier. Et puis, enfin, du coup, j'ai vu là les facteurs de réussite pour nous. On a eu un encadrant maraîcher, en fait, qui est un ancien exploitant qui avait déjà travaillé sur la même surface. Donc, ça a été extrêmement positif. Là, depuis, on renouvelle l'opération. Lui, il est reparti s'installer, donc il n'est plus avec nous. Et on a d'autres personnes qui n'ont pas ce même profil, mais avec lesquelles, pour l'instant, on arrive à faire quand même des très belles... des beaux parcours d'accompagnement. On avait un solde de qualité, c'était un facteur de réussite. On a eu un soutien financier pour l'ingénierie de projet, ce que je disais, de l'ANRU, qui nous a accompagnés au démarrage. Le fait que ce soit porté par un jardin de cocagne, en tout cas qui est une proximité, du coup que nous on soit sur le territoire à côté d'eux, ça a énormément facilité parce que du coup on a pu tout au début, c'est compliqué de gérer. Là, je parle quand ils sont salariés de notre structure, c'est compliqué de gérer à quel moment ils lancent leur propre panier, à quel moment ils lancent leur propre vente à la ferme, etc. Donc, nous, on a pu absorber une partie de leur production qu'on a valorisée. On les a aidés sur l'ancrage territorial et sur l'animation, etc. Et puis, on est en capacité aussi aujourd'hui de leur proposer de les suivre sur du long terme, même si ce n'était pas contractualisé à la transmission. Et sur les possibilités de reproduction, nous, on trouve que ce projet il est adaptable sur tout type de contexte, parce que là, on l'a fait dans un QPV, mais finalement, je vais vous montrer après, on a d'autres projets, et ça peut s'adapter ailleurs. On l'a fait sur une petite surface, mais ça peut être sur des surfaces plus importantes, en imaginant peut-être segmenter du coup des parcelles. Ça peut être aussi imaginé sur d'autres types de production, voire d'autres types d'activités. On échangeait avec le réseau Cocagne, avec d'autres, une association qui porte un atelier de conserverie. Et du coup, ils ont pas mal de personnes en fait, qui pourraient être intéressées pour produire eux-mêmes du coup des conserves et faire de la transformation. Et du coup, avec ça, ils pourraient aussi imaginer un peu la même méthodologie, parce que là, c'est plutôt une méthodologie, fait pousser ton emploi. Ils pourraient imaginer aussi accompagner des personnes sur la création d'activités de conserve.
Et on l'a fait valider par la DETS localement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça peut faire valoir pour si d'autres territoires veulent le présenter à leur DETS. Aujourd'hui, donc, on a 3 fermes qui sont en parcours d'installation. Donc, on a la ferme de Lorient, dont on vient de parler, qui est installée. On a redémarré à Hennebont, donc c'est toujours des villes de Lorient Agglomération. Hennebont, la particularité, c'est que c'est collé à un EHPAD. Donc là, on a 3 hectares aussi, c'est beaucoup plus grand. On est parti avec 6 personnes. Aujourd'hui, au bout d'un an, elles ne sont plus que 3. Et par contre, la commercialisation est bien lancée avec l'EHPAD, les résidents qui mangent du coup des produits qui sont cultivés juste au pied de chez eux, et aussi avec des ateliers, des animations, les résidents qui épluchent les petits pois, etc. Donc c'est assez intéressant. Une ferme à Guidel, là c'est tout petit, c'est 1 hectare, mais au final c'est même moins, c'est plutôt 5000 m². Là il y avait 5 personnes, il y en a encore 3. Donc, une qu'on a aussi recrutée en encadrante technique. Et là, c'est dans un écolieu. C'est un lieu qui accueille des classes scolaires pour des animations pédagogiques, des séjours environnement, etc., avec une grosse démarche sur l'alimentation. Donc là, c'est pour avoir une production, pour faire des ateliers de sensibilisation et puis nourrir directement ce centre-là. Là, on sait qu'il y aura moins de personnes qui pourront s'installer et peut-être que c'est pour ça qu'on a du coup développé une autre ferme tout de suite à Caudan, où on a eu la chance de pouvoir reprendre en fait une ferme maraîchère qui tournait déjà sur 1,5 hectare à peu près, où là on a aujourd'hui du coup notamment une personne de Guidel qui est venue sur le site de Caudan et finalement avec du coup qui est venue sur le site de Caudan. Et puis, du coup, ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'est une ferme qui tournait déjà. Donc, en fait, à chaque fois, on voit que ce modèle, on va vraiment l'adapter sur. Enfin, je redisais, c'est plus une méthodologie. Donc, on va pouvoir l'adapter dans chaque environnement. Et finalement, d'avoir plusieurs fermes en même temps, parce que du coup, Hennebont, Guidel, Caudan, là, c'est 3 fermes qui sont en parcours en même temps. Du coup, on a 2 encadrants techniques sur ces 3 fermes. Et on a, du coup, ils sont au total 7 maintenant à être sur des projets d'installation. Et ça laisse pas mal de possibilités parce qu'on peut imaginer aussi croiser la personne de Guidel, finalement, elle vient à Caudan. Peut-être que celle d'Hennebont partira à Caudan également. Enfin, voilà.